Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous avoir en cette visioconférence. Au nom du comité palliatif Genève, nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous proposer cette conférence et nous remercions d'ores et déjà Monsieur Steve Bobillier, notre conférencier de ce soir, qui va nous parler, comme vous le savez, de l'éloge de la vulnérabilité. Vous êtes, Monsieur Bobillier, professeur, docteur en philosophe, éthicien. Vous avez fait un doctorat à Paris, un postdoc à Rome. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la définition de la personne humaine, notamment L'éthique de la personne, paru chez Vrin en 2020. Je crois que vous poursuivez des recherches qui portent sur la fondation de l'éthique, la conception de la personne et sur la liberté humaine, hein, sauf erreur. Vous nous proposez donc une conférence qui va être en 3 temps. Tous les auditeurs, vous avez l'habitude de Zoom. Donc, en bas, vous avez la possibilité d'avoir discussion et vous avez aussi un petit onglet pour réaction. Dans la partie discussion, vous avez déjà le document que nous propose Monsieur Bobillier, qui est un peu le plan de son intervention. Il propose 3 temps de 15 minutes et après ces 15 minutes, il y a toujours un temps de discussion possible. Il lancera la discussion. Nous serons 2 personnes, Madame Lisa Hensch qui vérifiera et qui nous aidera aussi, comme nous sommes nombreux, à ce que tout le monde puisse avoir, voilà, Lisa qui a bougé la main, voilà, merci Lisa, qui verra à ce que nous puissions donner la parole à chacun, en fait. Hein. Donc, 3 temps de 15 minutes. Je me permets peut-être de juste les nommer en préalable: le tabou de la mort, médecine et vulnérabilité, la vulnérabilité comme dépassement de soi, et le 3e temps, la vulnérabilité comme ouverture à autrui. Vous avez donc ce document dans la discussion, c'est un document Word. Si vous avez des questions, vous utilisez donc bien ce chat, hein, cet espace discussion, ou des réactions, levez la main si par hasard on ne vous voit pas. Hein. C'est toujours plus compliqué quand on est là actuellement 37. Voilà. Alors, je propose, Monsieur Bobillier, que vous puissiez commencer. Hein. Peut-être juste avant que vous commenciez, pardon, il y a Nicole Oui. Robert qui a levé la main. Ah oui. Il y a déjà une question. C'est pas clair, en fait, déjà, ce que j'ai dit. Madame Robert. Oui, oui, j'ai juste une question parce que je ne trouve pas le document. Je ne vois pas de discussion. Moi, j'ai conversé. C'est tout en haut de converser. C'est dans converser. Ah, pardon. Alors, on a des… Si vous montez tout en haut de la discussion, vous avez le document Word. Je ne le vois pas. J'ai… Que nos choix reflètent. Moncalvo. Pardon? Au-dessus de Céline Moncalvo, il n'y a que nos choix reflètent. Ben non, j'ai rien. Bon, au pire, je vous dirais que c'est pas très grave, c'est vraiment la structure de… D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je vais baisser la main. La parole est à vous, Monsieur Bobillier, et que chacun ferme bien son micro pour que nous entendions bien Monsieur Bobillier, s'il vous plaît. Parfait. Alors, avant toute chose, je vous remercie sincèrement pour cette invitation qui me touche beaucoup parce que, et je suis très sincère quand je dis ça, parce que je pense que tout le travail des soins palliatifs est un travail éminemment important, qu'il a toujours été, et je pense, vous allez le voir dans ce que je vais dire, qui, à mon sens, sera encore plus d'actualité aujourd'hui. Et évidemment, merci à l'équipe, à toute l'équipe de Palliatif Genève,
et surtout à vous d'être présents ce soir, après peut-être une journée de travail, mais après encore une assemblée, et puis d'oser encore avoir le courage de venir là pour écouter un philosophe le soir. Voilà, peut-être qu'on a envie de faire autre chose. Donc, merci beaucoup de votre présence déjà, et de votre présence nombreuse en plus. Voilà. Alors, la réflexion que je vous propose ce soir est née durant le confinement et puis s'est développée progressivement pour venir à cette idée d'éloge de la vulnérabilité. Et comme vous le savez, tout et son contraire a été dit pendant cette crise sanitaire et sur cette crise du coronavirus. Mais mon idée était d'essayer de prendre un peu de recul et d'apporter un petit peu de philosophie et d'éthique par rapport à cette situation. Et une des choses qui m'a frappé, c'est que ce confinement a vraiment mis en évidence que beaucoup de gens dans notre société avaient une vision faussée de la médecine et encore plus loin des rapports à la vie. Et on a remarqué que certains ont eu vraiment une peur panique de mourir, de la mort. Et je pense qu'actuellement, si vous avez bien écouté l'introduction de Mme Cathy Spirouf, elle a dit qu'il y avait je vous proposais 3 temps et elle en a cité 4, parce que je voulais faire un tout petit aparté avant ça. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un tabou très fort dans notre société actuelle, qui est peut-être un des plus grands tabous, c'est celui de la mort. Dans le sens que la mort, c'est devenu quelque chose d'abstrait et d'administratif. Ça a perdu de sa réalité. Abstrait, parce qu'on a tendance aujourd'hui à parler de la mort en général. On voit très bien qu'on met en avant des chiffres, des statistiques, mais finalement, on a peur et on parle très rarement de sa propre mort, de ce que moi, je veux faire au moment de mourir. Et j'ai dit aussi administratif parce qu'on a l'impression, pour plein de raisons, aussi avec des mouvements comme Exit, mais avec des documents comme les directives anticipées, qu'on peut prévoir la mort. Que remplir des cases sur un papier, ça donne l'impression d'avoir réglé définitivement la question et que j'ai plus besoin de m'en préoccuper. Or, vous qui travaillez dans le domaine des soins palliatifs, vous savez qu'il existe 1000 manières de mourir et puis qu'aucune peut réellement, clairement être prévue. Mais le tabou de la mort, ça va même plus loin. Je discutais récemment avec un employé des pompes funèbres qui me disait qu'il y a de moins en moins de gens qui voient les morts et voire qui font même de cérémonies. C'est-à-dire que les proches partent à l'hôpital, ils meurent à l'hôpital, pas forcément avec la présence des proches, et puis ensuite ils sont incinérés sans que les familles se voient, se réunissent ou fassent une cérémonie en enterrement. Et psychologiquement, c'est très difficile pour la gestion du deuil. Et puis sociologiquement, c'est dangereux pour la compréhension de l'importance de la vie humaine en société. Donc la première question en préambule, si vous voulez, de mon discours, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on brise le tabou de la mort et finalement comment on arrive à en parler comme d'un sujet normal. Parce que finalement, il n'y a rien de plus inhérent à la vie, il n'y a rien de plus basique que la mort. Je fais une petite parenthèse personnelle. Voilà, ma femme est psychologue pour enfants, et puis elle me fait souvent remarquer comment les enfants osent parler sans complexe de la mort. Et c'est des questions qui, nous, adultes, nous choquent. Et elle se rend souvent compte que ce sont les adultes qui créent ces tabous chez les enfants et qu'on n'ose pas dire les choses concrètement. Par exemple, on va dire que la personne s'est endormie, ou qu'elle est montée au ciel, plutôt que de dire concrètement qu'elle est morte. Ça a un impact, c'est-à-dire que les enfants, après, peuvent avoir peur de s'endormir, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir se réveiller, ou bien même, beaucoup plus amusant, enfin, pardon, mais voilà, il faut aussi s'amuser de ça, ils ont peur, par exemple, que leur grand-mère leur tombe du ciel sur la tête. Parce que grand-mère, elle est montée au ciel, ah bon, ok. Et les enfants se posent des questions qui sont pour nous très crues, mais en fait qui sont très naturelles. Je voulais vous présenter, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça existe, sauf erreur, que en allemand et en anglais. C'est une accompagnatrice, une psychologue de deuil, et qui a écrit un livre de questions d'enfants. Donc, dans toute sa carrière, elle a récolté tout plein de questions d'enfants sur qu'est-ce qui se passe
qu'est-ce qui se passe quand je vais mourir? Et en fait, c'est très drôle, mais ça aide vraiment à décomplexer cette question de la mort. C'est des questions, par exemple, pourquoi les insectes ne mangent pas nos os? Ou bien est-ce que ma grand-mère peut recevoir des funérailles vikings? Et j'en passe. Voilà. Donc, Kathleen Doughty, qu'est-ce qui se passe quand je suis mort? Was passiert wenn ich tot bin? Et malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de traduction encore en français. Donc, je reviens à mon point du tabou de la mort. Évidemment, personne ne souhaite mourir, mais lorsque cette appréhension naturelle devient une peur panique, devient un tabou qui nous empêche de vivre réellement, eh bien cela devient problématique. Et mon intuition, c'est que ce tabou de la mort, ça vient d'une notion qui est celle de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est que je pourrais dire aussi comme étant notre finitude. Et c'était un peu de remettre, l'idée était de remettre un petit peu de place, faire une sorte d'éloge, voilà, de cette vulnérabilité. Voilà, alors je vous propose, après cette rapide introduction, de passer au premier point, qui est l'appréhension de la médecine. La première réflexion que je me suis faite lorsque nous étions dans cette période de quarantaine, c'est que nous avons assisté à la chute de quelques mythes. Et un de ces premiers mythes, c'est la croyance très répandue que la médecine est toute puissante. Elle est capable de tout réaliser. Et c'est vrai que si on regarde les progrès de la science ces 50 dernières années, c'est spectaculaire. Si on pense aux progrès dans le don d'organes, par rapport à la procréation médicalement assistée ou même les modifications génétiques, c'est proprement extraordinaire. Mais tous ces progrès ont été tellement forts qu'on a tendance aujourd'hui à oublier, par exemple, que les greffes peuvent être rejetées, que la modification génétique peut entraîner de nouvelles maladies, que la procréation médicalement assistée, ça ne fonctionne pas pour certains couples. Et les personnes qui se trouvent dans ces situations d'échec par rapport à la médecine sont extrêmement déçues dans leurs espoirs parce que ce n'est pas ce que la société nous vend et nous montre. Parce que la société nous fait croire que médicalement, aujourd'hui, tout est possible, tout est réalisable. Et la deuxième explication, c'est aussi que beaucoup de gens considèrent aussi la médecine ou les soins comme une prestation et pas comme un service. La différence des deux, c'est que la prestation, ça s'achète. Je vais payer pour avoir un résultat. Et beaucoup de personnes vont voir aujourd'hui un médecin pour qu'il nous donne le bon médicament. Et si tout d'un coup, le médecin vous dit « oui, mais vous savez, pour vous soigner, il faudra faire des efforts, de l'exercice, avoir une meilleure hygiène de vie, manger un peu moins de sucre, etc. » Voilà. Certains vont se mettre alors en quête d'un autre médecin qui, lui, va trouver qu'il faut donner le bon médicament. Voilà. Ou alors, pire, on va chercher sur Internet le bon traitement. Donc, c'est pas, je veux dire par là que la médecine, ce n'est pas une prestation, ce n'est pas quelque chose que je peux acheter et j'ai le produit tel quel. C'est un service. Ça veut dire que ça demande un effort, ça demande un investissement de la part des patients. Mais par rapport à cette vision de la médecine comme toute puissante, eh bien, la confrontation à la réalité lors du début de cette pandémie a été très dure à accepter pour certains. Puis je souligne que ça a été en aucun cas un échec de la médecine. Au contraire, la réalisation, par exemple, du vaccin en si peu de temps, c'est un exemple encore de cette potentialité incroyable qu'a la recherche et la médecine actuelle. Simplement, avant la pandémie, on a cru réaliser un vieux rêve de Descartes. Et puis, avec le vaccin, ça a des effets secondaires inattendus. C'est qu'on revient à cette vision qu'on avait avant. On a l'impression d'être, ce que Descartes disait, être maître et possesseur de la nature. Donc, grâce aux avancées médicales, à la technologie, on a l'impression que l'homme est supérieur à tout, supérieur à la nature, et que finalement, on peut exploiter cette nature à notre guise. Bien, c'est oublier que la médecine, que la maladie et que la vie ont toujours fait partie de l'histoire et de la nature, et que nous ne sommes pas au-dessus de cette nature. Et cette recherche de maîtrise, c'est vraiment un terme clé, la maîtrise, cette recherche de maîtrise par rapport à la maladie, par rapport à la santé, ça a toujours existé. Freud dit très justement que tous les hommes vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a augmenté la technologie
Et surtout, il y a un idéal de performance qui est promu par nos sociétés, qui a accentué cet oubli qui est un oubli de notre vulnérabilité. J'en viens à définir le terme de notre rendez-vous de ce soir. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? Alors, déjà, je dois préciser qu'il existe vraiment plusieurs définitions de la vulnérabilité parce que c'est un terme qui est aujourd'hui beaucoup utilisé dans divers domaines. En économie, par exemple, on va parler de la vulnérabilité financière d'une banque. En écologie, on parle aussi de vulnérabilité et j'en passe. Donc, mon discours, il se veut vraiment à un niveau plus abstrait, niveau philosophique. Et pour définir la vulnérabilité, vous m'excuserez, je vais d'abord dire ce qu'elle n'est pas. C'est qu'elle n'est pas une fragilité. Parce que souvent, on a tendance à confondre les deux termes. La fragilité, dans son acception médicale, c'est l'état d'une personne âgée qui se situe entre un vieillissement normal, habituel, et une pathologie qui est liée à l'âge. Donc, la fragilité, c'est un état d'instabilité qui peut mener à une pathologie invalidante. Donc, vous voyez que c'est un état d'instabilité et surtout qui est lié à la vieillesse. Au contraire, je propose de définir la vulnérabilité non pas comme un état d'instabilité, mais comme une possibilité, ou plus exactement comme une capacité. Parce que littéralement, vulnérabilité, c'est la capacité, la possibilité d'être blessé, ou pour mieux le dire, c'est la capacité à être touché. Parce que toucher, ça signifie autant la blessure physique que la capacité émotionnelle, la capacité aussi morale à s'émouvoir. Et on va voir que la vulnérabilité, ça concerne autant le corps que l'esprit. Première remarque sur cette vulnérabilité, toujours dans l'idée de la définir, c'est qu'elle est commune à tout le monde. L'enfant naît vulnérable. Quand il naît, il a besoin du soin de ses parents pour se construire, tant biologiquement, psychologiquement que socialement. Il a besoin de ses parents, il est vulnérable, il ne peut pas se développer seul. L'adolescent aussi, il est vulnérable. Quand il traverse cette période de bouleversement physique, émotionnel qu'est l'adolescence, voilà, il est à fleur de peau. Et Françoise Dolto utilise pour décrire cet âge d'adolescence une image que j'apprécie beaucoup, et en fait qui vaut pour tous les âges de la vie. En fait, c'est l'image du homard. C'est-à-dire que pour grandir, un homard, il doit abandonner son ancienne carapace qui est devenue trop étroite, mais pendant cette période de mue, il est sans défense. Il est la chair à vif, il est à fleur de peau. Mais c'est seulement par cet état d'instabilité, de vulnérabilité, qu'il peut grandir, qu'il peut aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment cette image qui vaut pour tout le monde, c'est-à-dire que pour grandir, pour aller plus loin, il faut essayer, plus que de sortir de sa zone de confort, il faut se rendre vulnérable, accepter une part de laisser aller. Et les adultes, donc j'ai dit les enfants, les adolescents, mais les adultes aussi sont vulnérables. Alors, j'ai dit en économie, quelqu'un qui est en état de précarité, on dit qu'il est vulnérable, mais l'amoureux, quelqu'un qui confie son bonheur entre les mains de celui qu'il aime, est-ce qu'il y a plus vulnérable que ça? Évidemment, la maladie ou la vieillesse nous rappelle que la vulnérabilité, elle est inhérente à notre finitude. Donc vraiment, tout le monde est vulnérable, et c'est ça qui distingue premièrement la vulnérabilité de la fragilité. Pour continuer sur cette même idée, si on observe l'histoire des idées, on voit que la vulnérabilité, ça a toujours été conçu dans l'univers judéo-chrétien comme quelque chose, comme une réalité existentielle, comme quelque chose d'inhérent à l'homme. L'homme, du fait de sa nature, est appelé à tomber malade, à voir ses forces décroître et à mourir. C'est seulement à partir du 19e siècle qu'on a un changement de paradigme, un changement de mentalité, où la vulnérabilité, elle devient un problème
qu'il faut maîtriser ou qu'il faut traiter au point de dire il ne faut plus tomber malade et aujourd'hui d'arriver à ce tabou de la mort. Mais en fait, ça, c'est oublié près de 3000 ans d'histoire de la pensée. Je dirais même presque aussi 3000 ans de l'histoire des soins, parce que dans l'histoire de la médecine, les soins, c'est vraiment plutôt d'abord l'accompagnement du malade, mais l'accompagnement dans la maladie et dans la mort. C'est exactement ce qu'on fait typiquement dans les soins palliatifs. Et c'est seulement depuis les récents progrès de la médecine, et ça c'est avec une apogée dans les années 80 avec l'hôpital, que tout d'un coup on change de paradigme et puis on dit il faut vraiment être dans le curatif et on arrivera à soigner toutes les maladies. Voilà. Donc je pense que c'est important dans le travail d'accompagnement de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est malade ou parce qu'on est âgé qu'on est vulnérable, c'est que tout le monde l'est, que c'est une notion essentielle à l'être humain et que ça fait partie de notre essence. C'est finalement quelque chose d'assez récent de s'opposer à cette vulnérabilité. Une petite remarque, c'est que souligner aussi que cette vulnérabilité est essentielle à tous, ça permet de ne pas tomber dans un excès qu'on appelle le misérabilisme. Le misérabilisme, c'est une pensée selon laquelle l'autre doit être pris en pitié parce qu'il est vulnérable. C'est une forme de paternalisme qui dit « moi je suis saint et je sais ce que c'est ton bien parce que tu es plus vulnérable et je vais te soigner de la manière qui me semble correcte ». À partir du moment où vous dites que la vulnérabilité, elle est essentielle, ça veut dire que toi comme moi, tout le monde, on est au même niveau, on est tous vulnérables. Donc, ça évite de tomber justement dans ce paternalisme du misérabilisme. Donc, première définition, c'est que vraiment, c'est une capacité qui est commune à tous. Deuxième point, c'est que cette vulnérabilité, elle est parfois perçue comme quelque chose de péjoratif, de mauvais. C'est quelque chose qu'il faudrait justement essayer d'éliminer. Or, puisque c'est un état de fait, puisque nous sommes vulnérables, cet état de fait n'est ni bon ni mauvais. C'est neutre, c'est naturel. Par contre, ce qui peut être mauvais, dangereux, c'est de considérer que cette vulnérabilité est une preuve de faiblesse. Et pour contrer ça, je vous propose de venir parce que cette définition de la vulnérabilité, elle vient pas de... Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventée. Cette réflexion, c'est pas moi qui la propose. Elle est inspirée, en fait, du philosophe français Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur affirme que la vulnérabilité, c'est une capacité. Je l'explique rapidement. Quand Ricoeur veut essayer de définir ce que c'est qu'un être humain, il va dire que l'être humain, c'est, je cite, un homme capable. Autrement dit, ce qui nous rend humains, ce sont nos capacités. Et ce terme de capacité, ça doit être compris dans un sens très, très large. Alors, il s'agit évidemment des capacités à entreprendre, à agir, mais simplement aussi à se raconter, ou à raconter une histoire, à pardonner, à penser, et ainsi de suite. Donc, c'est un sens très, très large des capacités. Et Ricoeur insiste sur le fait que l'idée même de capacité, ça implique la notion de vulnérabilité. Il le dit dans un très bel article qui est intitulé « Capacité personnelle et reconnaissance mutuelle ». Alors, je cite Ricoeur, « L'individu se désigne comme homme capable, non sans qu'il faille ajouter « et souffrant », pour souligner la vulnérabilité de la condition humaine. » Fin de citation. Ce que veut dire Ricoeur, c'est que si nous sommes capables, eh bien, nous sommes aussi capables d'échouer. Mais c'est aussi ces échecs qui me définissent en tant qu'homme. Mes limites et mes échecs, ma finitude, sont aussi essentielles que mes réussites, puisqu'elles réalisent aussi mes capacités et me rendent encore plus humain. Donc, Ricoeur prétend que l'homme se définit par ses capacités, ce qui implique une vulnérabilité intrinsèque. Et si je prends le chemin inverse de Ricoeur, eh bien, en disant si la vulnérabilité fait partie de la condition humaine, eh bien, elle implique que nous sommes capables. Donc, la vulnérabilité, elle peut être positive
si on l'accepte et si ça nous fait comprendre que nous sommes des êtres finis, des hommes de limites et donc capables de dépassement. Parce que ce sont les limites qui nous rendent humains et l'acceptation de cette finitude, ça a toujours été pour la philosophie, comme pour la religion, une part importante de la réalisation de soi. Voilà. Je vous propose déjà de faire une première pause ici dans le discours. Alors, je vous propose de passer au point suivant, qui est la vulnérabilité comme dépassement de soi. Comme j'ai dit en introduction, la crise du coronavirus a relevé à quel point on a créé des fausses croyances envers la toute-puissance de la médecine et qu'on a oublié cette vulnérabilité comme capacité essentielle. Et cette notion d'oubli de la vulnérabilité, c'est un thème qui est récurrent en éthique depuis en tout cas une vingtaine d'années, et notamment pour 3 raisons. On invoque 3 raisons quand on parle de cet oubli de la vulnérabilité. La première, c'est l'oubli du corps. La deuxième, c'est l'oubli de l'affectivité. Et la troisième, c'est l'individualisme de nos sociétés. Donc, c'est un petit peu le plan que j'aimerais développer pour la suite. Et par rapport à cet oubli général de la vulnérabilité, les éthiciens ont proposé de mettre en place une nouvelle conception de ce qu'on a appelé les éthiques du care, hein, du soin, du care. Je pense que vous en avez sans doute déjà entendu parler dans votre métier. Et c'était un peu cette idée de dire, est-ce qu'on peut avoir un rapport réaliste au corps et aussi à autrui par rapport à cet individualisme? Voilà. Donc, je prends le premier point qui est le rapport au corps. On vit dans des sociétés qui revendiquent l'exigence de réussir. Une performance, le jeunisme, l'indépendance, le fait d'être autonome, etc. Et avec ça, la société moderne a engendré un rapport faussé au corps parce qu'il est fondé sur le paraître et sur la performance. Et dans ce contexte, les personnes vulnérables sont des poids morts. Parce qu'il ne faut pas dépendre d'autrui, il ne faut pas être une charge affective, encore moins financière pour ses proches et pour la société. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je reviens à ma première définition, cette discrimination par rapport à l'idéal de performance, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Ça concerne tous les malades, ça concerne toutes les personnes handicapées et finalement chacun de nous, puisque nous sommes tous vulnérables. Donc en fait, l'image que nous renvoie la société, c'est que nous ne sommes jamais assez. Hein, je ne suis jamais assez musclé ou assez bronzé ou assez beau ou assez ceci ou cela. Et c'est vraiment un rapport au corps qui est malsain, en fait. Au point que certains vont considérer le corps comme une machine. Et une machine que je peux améliorer, puisque le but, c'est toujours d'être dans la performance. Alors, amélioration par le sport, ça c'est un classique, hein, par la médication, c'est-à-dire le dopage. Mais ce qui est très particulier à notre société, c'est l'amélioration par la technologie. C'est-à-dire que certaines personnes améliorent leur capacité physique et mentale, par exemple en s'implantant des puces électroniques ou en se coupant un membre et en le remplaçant par des prothèses plus performantes. Alors, vous allez vous dire, OK, il est parti dans la science-fiction, mais en fait, ça existe depuis les années, fin des années 80, des gens qui s'appellent des body hackers, donc des pirates du corps, et qui disent, en fait, le corps, c'est une machine, donc je peux la hacker, je peux la pirater pour essayer de l'améliorer, parce que c'est une machine qui est inefficace. Et ça fait partie de la pensée qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va devoir aller transhumain, hein, au-delà de l'humain, c'est-à-dire qu'avec la technologie, on va pouvoir dépasser de nouveau la maladie, la souffrance, etc., et même devenir immortel. Donc il y a toute une tranche de ce transhumanisme qui dit, en fait, dans quelques années, voire même aujourd'hui, le premier être humain immortel est déjà né. Donc vous voyez que ça c'est un peu la caricature, mais toute nos sociétés va vers ça. Et Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA ont cette doctrine GAFA qui développe aujourd'hui vraiment cette théorie de dire comment est-ce qu'on peut conserver l'être humain et la pensée humaine
de manière éternelle. Donc, on va vraiment vers cette idée qu'on lutte contre la mort. Et que le corps, c'est un programme qui est mal conçu et qu'il faut pirater. Et évidemment, cette volonté de devenir immortel, c'est presque une démonstration par l'absurde. Et tout le rapport faussé au corps, il vient de cet idéal de performance et de cette peur de la mort. Mais ça, s'améliorer, on voit que c'est une amélioration physique, et ça rompt avec toute la tradition humaniste qui dit que non, s'améliorer, ça ne passe pas par le physique. L'amélioration de soi, c'est l'acquisition des vertus. Hein. C'est quelque chose de moral, d'interne. S'améliorer, c'est avant tout devenir un être humain meilleur, et pas un corps plus performant. Et du coup, c'est intéressant de dire, pour retrouver un rapport au corps qui est sain, eh bien, c'est accepter ses limites, accepter ses faiblesses, autrement dit, sa vulnérabilité. C'est-à-dire que, voilà, accepter que notre corps est tel qu'il est et pas autrement. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur le rapport au corps. Et le deuxième point, c'est sur les émotions, l'affect. Et là, il faut bien se rendre compte, c'est un petit peu par rapport aux questions que vous m'avez posées, c'est un petit peu plus en lien. Toute vulnérabilité, elle ne va pas conduire à une plus grande autonomie. Dans les cas de maladie ou de vieillesse avancée, cette vulnérabilité, elle va se lier à la fragilité et puis elle va amener un plus grand besoin d'assistance. Et c'est là que intervient la notion de vulnérabilité comme capacité à être touché. Et si je parle de vulnérabilité, les psychologues insistent sur le fait que je dois absolument parler avec ça de résilience. Les deux termes sont intrinsèquement liés. Simplement pour essayer de définir ça, hein, la résilience, c'est aussi une capacité. J'aime bien l'expliquer, c'est comme un élan pour rebondir, pour aller de l'avant malgré la difficulté ou la souffrance d'une situation. Donc c'est vraiment une capacité humaine, une capacité qu'ont certaines personnes qui est plus développée chez les uns que chez les autres, mais que tout le monde a, pour rebondir. Et puis pour définir cette résilience, j'aime bien souvent prendre l'image des balles avec lesquelles on jongle, surtout pour les distinguer, cette résilience, cette vulnérabilité de la fragilité. Pour moi, la fragilité, c'est quand on jongle avec des balles en verre. Si on la laisse tomber par terre, paf, elle se brise. La vulnérabilité ou la résilience, c'est des balles en caoutchouc. Ça veut dire que, bien sûr, ça arrive que je me plante, ça arrive que je rate mon jonglage et qu'une balle tombe par terre. Mais elle rebondit, elle a la capacité de rebondir. C'est ça, finalement, la résilience. Donc, face à la vulnérabilité, on n'arrive pas toujours à une guérison. Par contre, il y a cette capacité aussi d'accepter la situation, hein, de vivre avec ces cicatrices qui sont le signe évident que je suis vulnérable, mais que je continue à être vivant et donc à être capable. Et cette capacité de résilience, elle dépend énormément de l'individu qui la possède. Concrètement, le « je peux » dépend en grande partie du « je crois que je peux ». Donc il y a une conviction intime qu'il s'agit de développer et d'entretenir. Et vous savez aussi que certaines personnes, malgré leur état de dépendance, leur maladie, leur grand âge, etc., elles se sentent capables. Parce que ça ne dépend pas de la situation extérieure. Comme je disais pour Ricoeur, la capacité, c'est aussi la capacité à penser. J'ai relu récemment un autre livre que vous connaissez peut-être ou vous avez peut-être vu le film, c'est Le Scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bauby, parce que ça me semblait une lecture de confinement assez appropriée. Je vous explique juste rapidement qui est Jean-Dominique Bauby. C'est un journaliste qui était assez jeune quand il a eu un accident et il a eu la colonne vertébrale sectionnée et il souffre de ce qu'on appelle le locked-in syndrome. C'est-à-dire que son esprit fonctionne très bien, mais il est prisonnier de son corps et il ne peut pas bouger son corps si ce n'est une paupière. Et il a écrit le livre, ce livre-là en
clignant des yeux, parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est cligner de l'œil. Donc, ça veut dire qu'il y avait une personne en face de lui qui lui récitait l'alphabet. Puis quand la personne arrivait à la lettre que Bobby voulait avoir, clac, il clignait de l'œil, et puis après, on recommençait. Donc, c'est déjà en soi de l'ordre, on pourrait le dire, du prodige. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cet état de dépendance totale, l'esprit, la dignité, la capacité persiste. Parce qu'il explique toute sa vie intérieure, toutes ses pensées, tout, ce qu'il imagine, ce qu'il ressent malgré tout, etc. Donc, et il arrive à en faire un livre qui aura vraiment un très grand succès. Donc, il y a toujours cette capacité à rebondir, à faire et à penser chez les individus tant qu'il y a de la vie. Et ça, au-delà de toute dépendance. Donc, la première notion, c'est vraiment celle de résilience. La deuxième notion que j'aimerais aborder, elle est assez similaire et elle est ici du stoïcisme. Le stoïcisme se pose la question du bonheur. Qu'est-ce que c'est être heureux et comment on devient heureux? Et les stoïciens se rendent compte que, en fait, les personnes sont souvent malheureuses parce qu'elles désirent modifier ce qu'elles ne peuvent pas changer. Et il faut remarquer que la situation extérieure, elle ne dépend, pour ainsi dire, jamais de moi. C'est-à-dire que la richesse, la gloire, ça dépend de la reconnaissance d'autrui. Je ne peux pas le choisir. La manière de mourir, je ne peux pas le choisir. Le confinement, le coronavirus, je ne peux pas le choisir. Le fait même de tomber malade, ça ne dépend pas de moi. Par contre, la seule chose qui dépend de moi et que je peux modifier, c'est l'attitude face à ces événements extérieurs. C'est-à-dire que je peux avoir une bonne hygiène de vie pour éviter de tomber malade. Je peux être bienveillant pour essayer de développer des relations sincères. Je peux prendre dans le confinement du temps pour ma famille, pour moi, etc. Voilà. Comprendre que ma vulnérabilité est une force, par exemple. Donc tout ça, ça dépend de moi. Alors, c'est peu, c'est juste mon attitude en fait que je peux modifier, mais en fait c'est ça qui fait tout le changement. C'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui le reframing, c'est-à-dire littéralement le changement de cadre. Ça veut dire qu'on a un problème et au lieu de se concentrer et de garder le nez dans le problème, essayer de déplacer le point de vue, de sortir du cadre et de considérer ça comme une opportunité. C'est souvent ce qu'on appelle, ça m'intéresse toujours de voir les termes, la crise. La crise, c'est simplement le lieu du jugement, mais une crise, en fait, elle peut être extrêmement bonne parce qu'elle permet de s'arrêter et de réfléchir et de juger à ce qu'on est en train de faire. Donc la crise, c'est pas mal parce que ça nous permet de réfléchir en fait à ce qu'on est en train de faire et à trouver des nouvelles voies. C'est ça, cette idée de changement d'attitude ou de reframing. Troisième et dernière notion que je voulais aborder avec vous, c'est justement celle que j'ai énoncée dans la discussion tout à l'heure, c'est celle d'humilité. Mais pour ça, il convient de définir ce que c'est que l'humilité parce qu'elle est souvent mal comprise. L'humilité, vous savez sans doute que ça vient d'humus, de la terre, mais ça ne consiste pas à s'abaisser, à se mettre par terre. C'est plutôt à garder les pieds sur terre. En fait, l'humilité, ça devrait se définir comme la juste estimation de soi. L'humilité, c'est simplement la juste estimation de soi, ni trop haut, ni trop bas. Le problème, c'est que la nature humaine, elle a une certaine tendance à être un peu orgueilleuse. Voilà. Donc souvent, il s'agit un tout petit peu de revoir à la baisse notre estimation de nous-mêmes. Mais attention, l'abaissement, ça ne veut pas dire l'avilissement. Donc, l'humilité, c'est simplement le fait de ne pas se croire supérieur, de se juger correctement. Et par cette définition, on comprend que l'humilité, elle est toujours liée à autrui. Parce que l'humilité, c'est se mettre au même niveau que l'autre, ni se croire supérieur ni inférieur. Et c'est par l'humilité que je peux, par exemple, aider ou soigner autrui de manière juste.
c'est-à-dire sans me placer au-dessus de lui en me considérant comme son sauveur, c'est ce qu'on a vu avec le misérabilisme, mais pas en dessous non plus, en disant que je suis moins bon que lui, etc. Pour être réellement son soutien, il faut être à la même hauteur. Et puis d'un autre côté, dans l'autre sens, c'est parce que je suis humble que je peux demander de l'aide à autrui, hein, et que je ne me considère pas comme si important que je sois au-dessus de toute aide. Donc c'est aussi une démarche d'humilité de la part du patient de dire « j'ai besoin d'aide ». Donc l'humilité, j'insiste, c'est la juste compréhension de sa valeur, ni trop haute, ni trop basse. Et pour acquérir cette humilité, accepter cet abaissement, en fait, il faut lutter contre son ego. Hein. Et de manière paradoxale, accepter l'autre, lutter, abandonner son ego, etc., eh bien, ça demande une très grande force de caractère. Hein. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que être humble, ça veut dire reconnaître le besoin d'autrui et ça veut dire reconnaître notre vulnérabilité intrinsèque, hein, prendre conscience de nos limites et de nos besoins d'autrui. Et ça me permet de faire le lien avec la troisième partie qu'on va aborder, c'est-à-dire que parce que je suis vulnérable, j'ai besoin de l'autre, et en fait, c'est pour ça que nous sommes des êtres sociaux. Hein. Et c'est parfois dur d'accepter, car on refuse son émotion, on refuse du besoin de l'autre, mais c'est dans cette acceptation de l'autre et cet abandon de l'orgueil propre que toute l'histoire de la religion et toute l'histoire de la philosophie a dit ça c'est la vertu première, l'humilité, pour accéder à toutes les autres vertus et puis finalement au bonheur. Donc c'est d'abandonner son ego pour aller vers les autres. Voilà. Donc pour conclure un petit peu cette partie, je voulais souligner que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, hein, ça peut être une capacité, une force, mais elle nous appelle toujours à autrui, à la relation à autrui. Et c'est important dans ce sens-là de reconnaître et d'accepter qu'on a besoin de l'autre, que le patient a besoin du soignant et que le soignant a besoin du patient, parce que la relation, elle va justement, comme je disais tout à l'heure, dans les deux sens. Voilà. Je vous propose d'arrêter là pour cette deuxième partie. Voilà. La dernière partie, c'est vraiment la question de l'ouverture à autrui et la question de la solidarité. Je vous ai dit, le premier mythe qui s'est effondré pour moi, c'est celui de la médecine toute puissante. Le deuxième mythe, c'est celui de ce que j'appelle l'ultralibéralisme. J'entends par là la croyance que je suis absolument libre de faire tout ce que je veux et que les actions individuelles n'ont de conséquences que sur moi-même. Voilà. On est dans des sociétés de ce qu'on appelle l'hyper-individu. On n'arrive pas à se rendre compte que tous mes choix, ça va impacter sur autrui. Je vous donne un exemple concret. Dans les discussions, parce que ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que je fais beaucoup de bioéthique, d'éthique médicale, et dans ces questions, il y a la question du suicide assisté. Et le parent pauvre, je trouve, de ces questions, ce n'est pas la famille, parce qu'on met toujours ça en avant, c'est les soignants. Je suis toujours frappé dans les discussions politiques que j'ai, à quel point on oublie que ça impacte foncièrement les soignants, ne serait-ce que de préparer une chambre, avant ou après un suicide assisté. Et les gens disent, oui, mais c'est mon choix, hein, c'est un choix personnel, donc je fais ce que je veux. Non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est faux de dire que je fais ce que je veux, ça ne va pas avoir d'impact sur autrui. C'était la même chose avec le coronavirus. Hein. Moi, j'avais des discussions, j'entendais des discussions au début de la pandémie, dans le bistrot de mon quartier, des personnes d'un certain âge qui disaient « Ouais, mais de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, moi je continuerai à sortir, etc. » Mais les gens n'avaient pas encore saisi que ça ne les concernait pas qu'elles-mêmes, très bien, si elles voulaient mourir d'une certaine manière, libre à elles, mais elles risquaient de contaminer d'autres personnes.
qui ne voulaient pas forcément mourir du coronavirus, etc. Donc, cette prise de conscience de l'impact réel de mes choix sur autrui, ça, c'est quelque chose de très difficile à faire comprendre aujourd'hui dans des sociétés qui sont hyper individualisées. Et c'est pour ça que j'aimerais rappeler quelques notions. Et la première, c'est celle qui s'oppose à cette hyper-individualité, c'est le bien commun. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin pour le développement biologique, psychologique et social d'autrui, de la relation à l'autre pour vivre. Et si vous me permettez de faire un petit peu d'étymologie, parce que je trouve que c'est toujours les mots qui nous permettent de penser correctement la réalité, je veux prendre simplement le verbe être, être en vie, exister. En latin, le verbe exister, c'est interesser. Inter, entre, esse, être. Être ensemble. Donc, l'Antiquité latine nous dit que qu'est-ce que c'est exister, qu'est-ce que c'est être en vie? Eh bien, c'est être ensemble, être avec les autres. Je ne peux pas exister sans les autres. Et se intéresser, ça donnait en français le mot intérêt. Alors, il faut comprendre ce mot au sens de intéressant. Ça, c'est un grand problème de notre modernité, c'est que depuis ces 50 dernières années, le langage économique s'est incrusté dans la langue. L'intérêt, ça ne consiste pas à tirer profit de quelqu'un, mais à mettre à profit la relation. Le profit, c'est vraiment ce qui est profitable. C'est le même terme que bénéfice. Bénéfice, c'est benefacere, faire le bien. C'est-à-dire la relation que je peux faire, le bien que je peux faire dans une relation. Donc, vous voyez que tous ces termes, intérêt, bénéfice, profit, voilà, aujourd'hui, vous allez dire, voilà, il est économiste. Non, 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 non. On a vraiment modifié le langage pour faire comprendre que l'autre existe dans un rapport utilitaire. Alors que c'est très nouveau, comme je l'ai dit, dans ces 50 dernières années. Au contraire, l'autre me permet d'exister, l'autre me permet de faire le bien. Autrement dit, nous sommes des êtres de relation et c'est peut-être ça l'avantage s'il y a un seul avantage de cette pandémie, c'est qu'on a vu à quel point on a besoin des autres. Le problème, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde plutôt d'interconnexion plutôt que dans une communauté. Je parle d'interconnexion parce que inter, c'est entre, c'est la séparation. Et on n'a jamais parlé avant ces dernières années d'interconnexion, mais plutôt de communauté. Et la communauté, cum, c'est ensemble. C'est le fait d'être ensemble et c'est ce qu'il y a de commun. Qu'est-ce que nous avons en commun? Et ça, c'est pour dire qu'il y a un rapport à autrui qui est très très fort et qu'il faut aussi retrouver par rapport à nos sociétés actuelles. Mais évidemment, ce rapport à autrui, ça peut prendre plusieurs formes. Et puis, l'histoire a montré que dans les crises, le voisin, le proche, l'ami, ça peut rapidement devenir l'ennemi. Dans la médecine, c'était assez clair. La peur d'être malade, de tomber malade, d'être infecté, etc. Voilà, ça nous a fait voir l'autre plutôt comme un danger. Et vous avez vraiment eu un rôle dans les soins, dans l'accompagnement, qui était très très fort parce que ça demandait de voir au-delà de l'autre un danger infectieux, mais vraiment de le voir comme une personne dans un besoin, dans sa vulnérabilité, et puis d'aller vers lui. Après, en allant vers l'autre, il s'agissait aussi de ne pas aller inconsidérément vers l'autre. Il fallait aussi se protéger d'une certaine manière. Et ça, ce rapport que j'ai dit tout à l'heure de respect, de prise de distance, c'est ce que dans l'Antiquité grecque, on appelle la prudence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis prudence, de nouveau, le mot a un tout petit peu changé de sens. Prudence, c'est, oula, faut faire attention, c'est être prudent. Sauf que
la prudence, littéralement, c'est plutôt ce qui est associé à la sagesse. Je vous ai mis dans l'exemplier la définition d'Augustin, Saint Augustin, qui dit que la prudence, c'est l'amour qui sépare avec sagacité ce qui est utile de ce qui est nuisible. Donc, je vais un peu commenter cette phrase. La prudence, la première chose, c'est que c'est un amour. Et ça veut dire que c'est une relation de bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. Quand je suis prudent par rapport à l'autre, c'est que je m'engage vers lui dans une relation de bienveillance. Mais, précise, ce n'est pas qu'un amour seul. Cet amour doit être accompagné de raison, de sagacité. Un pur rapport émotionnel à l'autre, ça peut être néfaste. L'empathie pure, par exemple, ça peut être néfaste parce que ça peut faire souffrir celui qui le ressent, ou simplement l'empathie, elle peut être imaginée. Il faut donc de la sagacité, de la sagesse. Et pourquoi? Pour distinguer ce qui est utile de ce qui est nuisible. Et il faut préciser, en fait, ce qui est utile de nuisible pour soi-même, donc dans votre cas en tant qu'accompagnant, et pour autrui, pour le patient. Et ça vaut en fait pour toute forme de relation. Donc la prudence, c'est le juste milieu entre soi et l'autre, entre la raison et l'émotion dans le rapport à autrui. Et dans la situation du coronavirus, c'était justement de dire, voilà, il faut à la fois oser aller vers les autres, mais respecter les précautions sanitaires. Et puis, à partir du moment où se pose la question de l'autre, se pose la question de la responsabilité et de la solidarité. Beaucoup de personnes, et encore maintenant, ne comprennent pas pourquoi ils doivent porter des masques, pourquoi ils doivent se faire vacciner, etc. Voilà. Et c'est vraiment la question de la solidarité qui s'est posée en termes très forts, encore actuellement, en opposition à l'idée de liberté. Et le dernier point que je veux traiter avec vous ce soir, c'est vraiment cette question de dire, est-ce que vraiment on doit opposer liberté et solidarité? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir et comprendre qu'il y a deux conceptions de la liberté qui sont en jeu. Dans cette vision ultralibéraliste que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est ce que la philosophie appelle une définition négative de la liberté. Négative, c'est parce que être libre, c'est quoi? C'est faire tout ce que je veux. En fait, la liberté, c'est une absence de limitation. C'est ça la définition négative de la liberté. Et puis à cette liberté négative, il y a une deuxième forme de liberté qu'on va opposer, qui est bien connue sous le leitmotiv « Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui ». Donc j'ai mon espace de liberté, et puis la limite, elle est claire, c'est autrui. Et ça, la liberté, du coup, elle ne s'exerce que dans le cadre de l'individu. Mais cette définition, elle pose aussi des difficultés. Simplement, ne serait-ce que par le fait que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a jamais de limite aussi stricte, noir-blanc, entre ma liberté, ta liberté, et puis là, c'est très clair où s'arrête la frontière. Mais ce que je veux dire, ce que je veux souligner, c'est que dans ces deux conceptions de la liberté, donc celle de l'ultralibéralisme, je peux faire tout ce que je veux sans conséquence, ou la restriction au cadre personnel, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, c'est des deux conceptions en fait très individualistes de la liberté et qu'il faut en ce sens essayer de dépasser. À mon avis, on peut imaginer une autre conception de la liberté qui existe parce qu'elle est en rapport avec autrui. C'est l'idée que chaque liberté se respecte et même, en fait, se définit l'une par rapport à l'autre, on rentre dans un rapport de coexistence. Pour comprendre cette conception, il faut se rappeler que la liberté, elle suppose toujours des limites. Il n'y a pas de droit sans devoir. Si je n'ai pas de limites, je n'ai pas la possibilité de dépasser, voire de respecter les limites. Par conséquent, je n'ai pas de liberté.
Et c'est la même chose dans le rapport à autrui. Ce n'est pas parce qu'il y a une limite que ces libertés... enfin, pardon, c'est parce qu'il y a une limite, désolé, c'est parce qu'il y a une limite que j'ai la possibilité de respecter la limite de l'autre et par conséquent que je suis libre. C'est ça que la philosophie appelle une définition positive de la liberté. Donc, une liberté où les limites ne sont pas imposées de l'extérieur, mais que je m'impose à moi-même. Donc, je me donne des limites. Et pourquoi? Parce que je comprends que cela est juste. Je parlais tout à l'heure d'autonomie. Hein. En fait, l'autonomie, littéralement, c'est auto, soi-même, nomos, la loi. C'est se donner à soi-même des limites, des lois, des normes. Et le contraire, c'est quand ces normes sont imposées, on dit qu'elles sont hétéronomiques. Elles sont imposées par l'extérieur, par l'autre. Je vous donne un exemple pour essayer qu'on comprenne un petit peu mieux. Vous conduisez dans un village à 50 à l'heure. Pourquoi vous respectez le 50 à l'heure? Parce que vous avez peur de prendre une amende. Hein. Alors, la contravention, c'est hétéronomique. La norme, elle est imposée par l'extérieur, par les gendarmes. Par contre, si je respecte la limitation parce que je considère que c'est mieux pour les piétons, et puis finalement aussi que moi, quand je suis piéton, peut-être que je suis aussi content que les voitures respectent le 50 à l'heure, eh bien c'est une autonomie. C'est-à-dire que je me fixe à moi-même mes propres règles, mes propres limites, qui sont les limites imposées en fait finalement par la société, mais finalement je ressors plus libre parce que je me suis fixé des limites et c'est parce que j'ai des limites que je suis libre de les respecter ou pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le terme d'autonomie a perdu tout son sens et on le confond avec la liberté négative. Être autonome, c'est pouvoir faire tout ce que je veux. Donc, je reviens à ma question de base. Pourquoi est-ce que je devrais me limiter mes libertés au profit de la solidarité? Et la réponse, c'est celle du bien commun. Et pour comprendre ça, je fais une dernière référence à la philosophie africaine, à ce qu'on appelle l'Ubuntu. C'est un concept que j'aime beaucoup parce qu'on peut l'expliquer par un exemple, qui est une anecdote réelle. C'est un anthropologue qui avait proposé à des enfants en Afrique de faire la course avec une récompense à la clé. Alors, les enfants se mettent en ligne, le départ est donné, tous les enfants se mettent à courir de toute leur force, et au moment de franchir la ligne d'arrivée, hop, tout le monde ralentit, s'arrête, ils se donnent la main, et puis ils franchissent ensemble la ligne d'arrivée. Alors là, l'anthropologue va les voir et puis leur dit « Oui, mais bon, je pense que vous n'avez pas compris les règles du jeu, etc. » Voilà. Et puis, il leur demande « Mais pourquoi vous avez fait comme ça, finalement ?» Et les enfants lui répondent « Ubuntu ». Et Ubuntu, ça peut se traduire par l'expression « Je suis parce que nous sommes » et « Nous sommes parce que je suis ». Donc, autrement dit, il n'y avait ni vainqueur ni perdant. La liberté de chacun se met au service du bien de tous. Donc, autrement dit, les enfants, ils avaient compris naturellement que l'amélioration du bien commun, c'est aussi l'augmentation de leur bien propre. Donc, la liberté, elle peut être autonome, c'est-à-dire elle peut se donner à soi-même ses propres règles, ses propres limites, si elle comprend que c'est en vue du bien commun qu'il faut agir de manière solidaire. Donc, c'est faux, en ce sens-là, d'opposer la liberté et la solidarité. Me mettre des limites, des contraintes que je comprends comme étant bonnes, eh bien, ça renforce le bien commun et la solidarité. Voilà. Donc, pour amener une conclusion à tout ça, déjà sur cette troisième partie de la vulnérabilité comme ouverture à autrui, je trouvais aussi assez important de le souligner parce que la réponse que nous sommes en train de donner à cette crise pandémique du coronavirus, c'est une réponse qui est pour l'instant technique. C'est le vaccin. Mais ça ne va pas amener une solution aux problèmes sociaux qu'a amené le coronavirus, ou bien qu'a souligné plus exactement le coronavirus. La solution qu'on va devoir apporter, elle doit se mêler d'humanisme. Il faut avoir une meilleure hygiène de vie sociale, une meilleure façon de penser le bien commun dans des sociétés qui sont hyper individualistes.
Et je conclus, si vous êtes d'accord, de mon exposé maintenant de manière générale, en reprenant ma question du début, hein, comment briser le tabou de la mort? Eh bien, je pense simplement qu'il faut un profond changement de paradigme dans nos sociétés et particulièrement par rapport aux soins et à la médecine. C'est-à-dire, la médecine, à mon avis, devrait revenir à son orientation première, qui n'est pas celle de, avant tout, de soigner, mais plutôt d'accompagner et de sortir dans cette logique des super hôpitaux qui sont les grands centres industrialisés. Hein, on a une super centralisation des hôpitaux dans les années 80, mais de revenir à l'orientation première d'accompagner et puis de retrouver ce qu'on appelle l'hôpital de campagne, c'est-à-dire vraiment d'aller à la rencontre des gens. Hein, c'est ça. Donc, il faut, à mon sens, appeler la population à comprendre que nous sommes des êtres sociaux qui ne sont pas opposés les uns aux autres, mais qui ont besoin les uns des autres. Et pourquoi nous avons besoin des uns des autres? Parce que nous sommes vulnérables. Et ça, ce besoin vient de notre vulnérabilité intrinsèque, qui est une part essentielle de notre humanité. Et à partir du moment où on a compris que notre vulnérabilité, notre finitude, c'est une capacité, eh bien, je pense qu'on a réussi, en tout cas un tout petit peu, à briser le tabou de la mort. Et puis, j'espère avoir moins peur de cette mort et comme ça aussi pouvoir plus profiter de la vie. Voilà. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. En tout cas, merci, mais vous êtes même tous restés. C'est extraordinaire.